C'est bon pour le micro. C'est bon pour les micros. La première table ronde de cet après-midi à 15h, 15 plus 5 minutes, mais c'est pas grave, on a pris le temps un petit peu de souffler après la densité de la présentation d'Alain Juillet. On va parler inclusion numérique, enjeux et solutions pour les collectivités. C'est un vrai sujet et c'est un vrai enjeu, que ce soit pour les entreprises et les collectivités. En France, en 2019, d'après un rapport de l'INSEE, plus d'un usager sur 3 manquait de compétences numériques de base, c'est-à-dire déclarer ses impôts ou faire une demande de permis en ligne, par exemple. Toujours en 2019, 53% des Français de plus de 75 ans n'avaient pas accès à Internet à leur domicile. Bien sûr, le Covid est passé par là, il a modifié nos habitudes numériques, un petit peu notre culture numérique. Les apéros en famille, on en a parlé, en visio se sont imposés dans nos quotidiens. Pour autant, même si les habitudes évoluent, il s'agit bien pour les collectivités et les services publics de n'oublier personne et d'accompagner les usagers dans la prise en main de ces nouveaux outils. Nous verrons au cours de cette table ronde par de nombreux exemples ce qui est mis en place, ce qui le sera demain et comment les territoires sont aussi dans une course à l'inclusion, notamment avec l'accès à la fibre. Avec moi sur ce plateau, Baptiste Ney, vous êtes chargé de l'animation territoriale des usagers du numérique pour le département de la Sarthe. Vous allez nous expliquer de quoi il retourne d'ailleurs. Rémi Carrière, directeur de Sartel, entreprise désignée pour installer la fibre optique partout en Sarthe dans le cadre du déploiement du très haut débit. Vous êtes basé à Mulsanne depuis 2004 et au départ, vous étiez là aussi avec l'ambition de réduire la fracture numérique. On pourra aussi en parler. Cyril Menant, vous êtes directeur du secrétariat général commun départemental. Vous représentez les services de l'État. On va parler dématérialisation des services de l'État avec vous également. Et puis Nicolas Bombera, directeur des lignes TER Maine-Anjou de la SNCF. Vous dirigez les équipes de conducteurs, mais vous assurez le développement et la relation institutionnelle également. Et on va aussi parler d'inclusion numérique de ce service public qu'est la SNCF et les lignes TER, on le verra. Alors commençons par Sartel, si vous le voulez bien. Rémi Carrière, fin 2022, l'ensemble du département sera fibré, doit être fibré. C'est un enjeu public, c'est un enjeu pour votre entreprise. Les deux sont liés. C'est-à-dire que c'est un enjeu public parce qu'évidemment, il y a l'accessibilité, et pour votre entreprise parce que vous recrutez énormément. Vous êtes vraiment dans une phase de recrutement et d'expansion. Tout à fait, tout à fait. La société Sartel, en fait, est une délégation de service public. Et donc, si je peux me permettre de reprendre un petit peu l'histoire, notre histoire a démarré en 2004, en fait, donc il y a déjà très longtemps, par la volonté politique du département de déployer un réseau et de combattre la fracture numérique. Parce qu'à l'époque, on avait une problématique d'accès à Internet, sans même parler de fibre optique. Donc on a mis en place des solutions pour qu'en dès 2004, l'ensemble des Sartois puissent accéder à Internet. Donc ça s'est fait par le biais du dégroupage des réseaux cuivre de l'époque, la pose d'un réseau radio fixe, et on commençait aussi à raccorder les entreprises en fibre optique à cette époque-là. Cette situation, elle a perduré pendant une bonne dizaine d'années, et aux alentours des années 2015, notre donneur d'ordre, Sarthe Numérique, qui est le syndicat mixte qui regroupe l'ensemble des communautés de communes et le département de la Sarthe, a décidé de commencer à déployer la fibre optique. Et à cette époque-là, si vous vous souvenez, il y avait des objectifs qui étaient fixés par l'État qui étaient relativement forts, mais pas si forts que ça. Je crois qu'on annonçait 2030, quelque chose comme ça, comme objectif de déploiement de la fibre optique. Et donc là, tout de suite, on s'est rendu compte que cet objectif, on pouvait faire mieux. Donc Sarthe Numérique a commencé à déployer les premières infrastructures fibre optique vers le résidentiel, cette fois-ci, donc pour tous les Sartois, pour tous les habitants sartois. Donc du coup, nous, on était déjà présents depuis 2004. Il y a eu un nouvel appel d'offres qu'on a réussi à gagner. Et donc, à partir de 2019, on a mis en place une infrastructure industrielle beaucoup plus forte, où il a fallu effectivement recruter énormément de personnel, de sous-traitants locaux, et on a commencé à déployer l'infrastructure fibre optique pour l'ensemble des Sartois. Et effectivement, on a à peu près entre 350 et 400 personnes qui travaillent au quotidien sur le département de la Sarthe pour déployer cette infrastructure fibre optique. À Mulsanne, on a à peu près 130 personnes à gérer en tant que chef de projet, coordinateur de travaux, l'ensemble de ces sous-traitants. Et
Et notre maison mère qui est basée à Malakoff en région parisienne, la société Action, on a des bureaux d'études qui regroupent à peu près 300 personnes aussi, qui font des études pour l'ensemble des projets nationaux d'Action et travaillent aussi également sur le Royaume-Uni. Mais rien que pour la Sarthe, par exemple, on a une trentaine de personnes dans des bureaux d'études. Donc ça représente énormément de personnes. Et cette mobilisation était nécessaire parce que l'enjeu derrière est très fort. L'enjeu, c'est que fin 2022, on aura déployé l'ensemble du réseau fibre optique pour l'ensemble des Sarthois, alors qu'au départ, on était sur des objectifs qui étaient plutôt 2028-2030. Donc on a vraiment accéléré ce déploiement et on se situe aujourd'hui sur la région Pays de la Loire. On est le département le plus en avance en termes de déploiement de la fibre optique. Alors justement, Cyril Menant, vous qui représentez les services de l'État, vous n'êtes pas sarthois, vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps que ça dans notre département. Vous voyez des disparités entre les départements et les régions en termes de déploiement de la fibre optique ? C'est une course un petit peu entre départements ? Alors, je ne parlerai pas de course. Alors, effectivement, moi je viens de la région parisienne, donc, où ça a été déployé au cœur de la région parisienne bien avant, mais c'est vrai que moi je viens de Seine-et-Marne plus précisément, et au fond de la Seine-et-Marne, le déploiement n'est peut-être pas aussi rapide dans les zones rurales. Alors après, c'est pas forcément de course, mais c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver entre l'intérêt économique par les différents opérateurs et l'argent public qui peut être déployé par les départements. Il n'empêche, c'est très bien de déployer la fibre optique et c'est nécessaire. Après, il faut être accordé. Je donne mon exemple personnel. J'habite au Mans, en centre-ville. On m'a proposé le raccordement Non, mais c'est concret. On m'a proposé le raccordement à la fibre optique il y a quoi ? Il y a 4 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ça me paraît long, quoi. Alors, c'est compliqué, je veux dire, c'est plus compliqué que ça à mettre en œuvre chez le particulier et dans les entreprises. Mes voisins sont pas gentils parce qu'ils me soufflent des noms d'entreprises qui auraient pu faire peut-être un peu plus vite. En fait, ce qui se passe, c'est que l'organisation qui a été mise en place par l'État pour le déploiement de la fibre optique indique que les très grandes agglomérations, comme par exemple Le Mans, Nantes, etc., sont l'objet de déploiements qui sont à l'initiative des opérateurs privés. Donc c'est les opérateurs privés qui décident, c'est ce qu'on appelle les zones très denses. Pour faire cela, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt il y a quelques années et auquel Orange et SFR ont répondu. Et donc c'est eux qui ont été retenus. Et par exemple sur Le Mans, c'est Orange qui déploie le réseau sur l'agglomération. Bon, effectivement, ils ont démarré assez lentement. Parce qu'effectivement, c'était plutôt des engagements de résultats sans obligation de résultats, et c'est peut-être ça qui a été un petit peu oublié au démarrage, mais bon, rien n'est parfait dans ce bas monde. Donc maintenant, ils ont rétabli cette situation et vont beaucoup plus vite que les premières années. Donc on vous annonçait ça il y a 4 ans, je pense qu'aujourd'hui vous l'avez. Ah bah oui, et puis voilà. Ça marche bien. Voilà, c'est ça. Donc bon, après, moi je dirais qu'il faut être positif et retenir le résultat. Et le résultat, c'est qu'on a une connexion fibre optique, on oublie... la petite rondelle YouTube qui tourne pendant 5 minutes, voilà, et on est content de pouvoir accéder à tous les contenus, à la télévision, etc., avec tout le confort qu'il faut. Il n'empêche, sur l'ensemble du département de la Sarthe, et je m'adresse à vous, Nicolas Bombera, directeur des lignes TER Maine-Anjou à la SNCF. C'est un vrai sujet. 80% des titres de transport ferroviaire sont achetés via une plateforme digitale aujourd'hui. Vous m'arrêtez si je me trompe. Avant même de parler d'inclusion numérique, là on peut déjà parler d'une révolution digitale qui s'est opérée évidemment dans l'ensemble de la société, mais pour les usagers de la SNCF, et forcément il faut l'accompagner. Alors oui, tout à fait. 80% c'est le chiffre de billets qui sont vendus via un canal digital pour TER Pays de la Loire. Voilà. Donc intramuros sur les départements de la Sarthe et de la Mayenne, ça représente à peu près 5000 voyageurs par jour. C'est beaucoup plus si on ajoute les voyageurs qui vont à Nantes d'un côté et à Paris de l'autre. Le problème, c'est qu'on pourrait tenter de se dire, parce que nous sommes une entreprise, que 80% de nos clients utilisent ce moyen-là, eh bien, concentrons-nous exclusivement là-dessus. C'est pas possible quand on fait du service public. C'est pas possible. On doit adresser les 20% de citoyens, en l'espèce, qui restent. Et la question qu'on s'est posée, mais on y viendra peut-être après, c'est finalement, on a l'idée que soit on laisse
des guichets ouverts un peu partout à l'ancienne pour satisfaire cette demande des 20% qui n'utilisent pas le numérique, soit on se sert du numérique pour s'adresser d'une manière humaine à eux. Et c'est plutôt le choix qu'on a fait. On y viendra peut-être un petit peu. Non, après. mais vous allez nous expliquer tout de suite comment vous faites pour pas laisser les 20% qui n'ont pas accès au digital, qui n'ont peut-être pas la fibre, qui n'ont peut-être même pas d'ordinateur chez eux, qui n'ont pas la 4G, qui n'ont pas la 5G, pour qui c'est même pas un sujet. Comment on les laisse pas hacker, ces gens-là, et comment on leur permet d'acheter leurs billets? Qu'est-ce que vous proposez comme solution déjà concrète? Alors, la première chose qu'on peut se dire, c'est que ces personnes-là, elles ont besoin d'une chose fondamentale, c'est le lien humain. Le lien humain, il peut passer par plusieurs canaux. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas connecté aujourd'hui, tout le monde a à peu près un téléphone. Donc on a un numéro de téléphone qui est gratuit, où on peut se renseigner, acheter des billets. Ça, c'est un premier élément. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont besoin du contact physique, il y a aussi des gens qui ont besoin d'être renseignés, qui ont besoin d'être rassurés. Aujourd'hui, l'expérience de prendre le train, on ne s'en rend pas compte quand on est, comme probablement la majorité du public ici, connecté, mobile, etc. Mais il y a beaucoup de gens pour qui ça peut être une expérience un peu angoissante et qui ont besoin aussi d'avoir ce lien physique. Alors, on a développé plusieurs solutions. La première, vous l'avez vu probablement en arrivant ici, qu'on appelle la gare mobile. La gare mobile, c'est vraiment, typiquement, on se sert du numérique pour s'adresser aux personnes qui ne sont pas connectées. Parce que, en fait, elle est connectée. À l'intérieur, il y a un guichet qui est connecté à distance et qui permet de délivrer des billets comme si vous étiez au guichet d'une gare, sauf que ça se fait sur les marchés de la Sarthe. Donc on est à Bonnétable, on est à La Flèche, enfin bon, il y a tout un programme qui est mené, et l'idée c'est que la gare vienne sur le lieu de vie des gens. Ça c'est une première solution. Et puis il y en a une deuxième, c'est de savoir s'entourer de partenaires autres que nous-mêmes. Et là encore, le numérique nous aide beaucoup, parce qu'en fait, on a développé des solutions, notamment via des tablettes, qu'on peut mettre à disposition soit de buralistes, soit de supermarchés. De petites supérettes locales. Exactement. Voilà. Qui rendent le commerçant autonome pour délivrer des billets exactement comme on le ferait au guichet d'une gare. C'est un service qu'on rend comme le buraliste qui va vendre le pain du boulanger d'à côté, par exemple, quand la boulangerie est fermée. Exactement. Ouais. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous permet aujourd'hui d'avoir un réseau de distributeurs physiques, c'est contre-intuitif, mais qui est plus important en Sarthe qu'il ne l'était il y a 10 ans. Alors ça ne se fait pas exactement de la même manière, c'est-à-dire que c'est plus le guichet de la gare qui ne fait que ça, qui est ouvert, etc. N'empêche que si on cherche un endroit où on peut obtenir un billet de train de manière physique, aujourd'hui, vous avez plus de lieux en Sarthe où on peut le faire qu'il n'y en avait il y a 10 ans. Comment on accompagne tout cela, Baptiste Ney? Vous allez d'abord nous parler un petit peu de votre fonction, parce que c'est une création, si j'ai bien compris, qui date d'il y a à peu près 1 an. Hein, qu'est-ce que vous faites concrètement au département de la Sarthe? Concrètement, pour accompagner les usagers, on va recruter une trentaine de conseillers numériques, c'est dans le cadre du plan de relance avec l'État. Et sur ces 30 conseillers numériques, il y en a 16 qui vont être recrutés directement par le conseil départemental et déployés dans l'ensemble des territoires intercommunaux. Donc concrètement, un conseiller numérique pourra éventuellement avoir une session de formation ou d'accompagnement dans une gare mobile sur un marché. L'enjeu pour le département de ce déploiement, c'est vraiment renforcer les compétences numériques des Sartois. On est en phase de réflexion et de définition d'une nouvelle politique numérique. On souhaite vraiment renforcer la politique numérique sur les usages. Comme le disait Rémi, on a bientôt gagné le déploiement du très haut débit. Et encore une fois, c'est remarquable et c'est un point de départ essentiel. Oui, mais il y a le déploiement physique et après il y a l'utilisation et l'accompagnement des utilisateurs. Mais le point de départ, quand même, effectivement, en termes d'inclusion numérique, c'est que quand même tout le monde puisse avoir accès à un débit Internet de qualité. Et ça, c'est fait effectivement grâce à Sartel et à Sarthe Numérique. Et c'est vrai, et c'est vraiment la base. Et l'enjeu, effectivement, on a étudié un petit peu effectivement les difficultés des Sartois et on a relevé qu'environ 100 000 Sartois étaient en situation de précarité numérique. Voilà, c'est un chiffre extrapolé des 13 millions. C'est un chiffre qu'on cite souvent, des 13 millions à l'échelle de la France. Et
il n'y a pas forcément similitude entre précarité numérique et précarité sociale. On pourrait se dire effectivement les personnes qui sont éloignées du numérique sont souvent effectivement les personnes qui peuvent avoir des difficultés sociales, mais ce n'est pas forcément le cas. On s'aperçoit par exemple que les jeunes qui peuvent être très à l'aise sur les réseaux sociaux de toutes sortes, très à l'aise sur leur smartphone, et bien, dès qu'il s'agit effectivement de commander un billet de train en ligne, s'il s'agit alors encore plus d'écrire un CV ou une lettre de motivation pour postuler un emploi, effectivement, et là ça devient effectivement potentiellement beaucoup plus compliqué pour eux. Donc les conseillers numériques, concrètement, dans les territoires, accompagneront les jeunes, les moins jeunes, toute personne effectivement qui souhaite être accompagnée à la fois sur le numérique de tous les jours, commander un billet de train, faire de la visioconférence, etc. Il y a aussi l'enjeu de la prévention. Les conseillers numériques pourront effectivement aussi conseiller les personnes sur effectivement qu'est-ce que je laisse comme données ou pas sur Internet. Voilà, Monsieur Juillet en parlait très bien avant nous. Et les conseillers numériques, alors vous dites ils seront une trentaine. Oui. On les trouvera où concrètement, ces gens ? Alors, dans les MJC Oui, potentiellement partout. Alors, c'est en cours d'échange, notamment on travaille en partenariat avec les communautés de communes. L'idée, effectivement, c'est que là où il y a un point de contact avec le public, s'il y a besoin, il est décelé que le public a besoin d'un accompagnement, le conseiller numérique pourra effectivement mettre en œuvre des accompagnements individuels, collectifs, sous la forme de permanence ou encore d'ateliers. Et l'enjeu, c'est vraiment une nouveauté et quelque part quelque chose de très novateur aussi pour le département. C'est l'enjeu effectivement d'aller dans les territoires et d'aller vers les publics. Un peu, je reprends effectivement, on est sur les mêmes objectifs avec les gares mobiles et la SNCF. C'est comment on va vers les usagers et on n'attend pas que les usagers viennent effectivement pour se faire former et pour être accompagnés effectivement sur le numérique. Même objectif pour les services de l'État. On est dans une dématérialisation progressive et assumée et voulue des services de l'État. Vous avez un calendrier d'ailleurs assez serré, je crois que c'est 2022 pour 150 actions qu'on peut faire sur les réseaux numériques et autres. Il y a les maisons France Service dont on entend parler de plus en plus, où on peut avoir des conseils, une aide, etc. Mais sur nos territoires, c'est vrai que des fois, on peut être un peu démunis. Si on parle de 100 000 personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil numérique, l'enjeu pour l'État, il est lourd, il est important. Tout à fait. Effectivement, on est dans une démarche de dématérialisation de nos procédures pour permettre aux citoyens de le faire en dehors des heures de bureau assez classiques. Et on est à peu près comme la SNCF. On était dans une situation avec 2 sous-préfectures, une préfecture qui étaient les seuls guichets ouverts au public. Et on s'ouvre davantage. Et aujourd'hui, je pense que je reprends l'exemple de la SNCF. Il y a 10 ans, on avait 3 points de contact. Aujourd'hui, c'est les 3 points plus 14 maisons France Service qui sont ouvertes sur le département avec un objectif d'avoir une maison France Service par canton. Donc la maison France Service, c'est pas forcément une maison qui est faite par l'État, mais qui est faite en collaboration avec l'État. C'est toute une labellisation pour faire en sorte que sur les maisons France Service, un certain nombre d'acteurs, de partenaires soient présents pour aider les usagers au quotidien à effectuer leurs démarches administratives. Donc ça, c'est le volet sur lequel l'État accompagne. Donc on accompagne vraiment les collectivités territoriales où les gens sont formés. Les agents des collectivités territoriales ou de la Poste sont formés sur les maisons France Service pour pouvoir accompagner le citoyen, parce qu'une démarche administrative, c'est déjà pas facile, et quand on a un 1/5 de la population qui est complètement perdu vis-à-vis du numérique, lui rajouter en plus la démarche administrative, c'est le perdre. Et le souhait de l'État, c'est vraiment de les accompagner, qu'on soit le plus présent possible. Ça, c'est ce qu'on fait dans chaque canton. Et ce que fait l'État en propre, c'est au sein des 2 sous-préfectures et de la préfecture, d'avoir des médiateurs numériques, donc des jeunes en service civique qu'on accueille et qui sont un peu le pendant de ce que va faire le département. Oui, c'est ça se rapproche. Ça se rapproche très bien, on risque même de nous en voler. Il paraît que c'est dans les tuyaux, d'ailleurs. Mais parce qu'on a cette difficulté d'emploi qu'on a tous. De trouver des compétences, mais on va en reparler. C'est vrai que nous, on n'est que des services civiques qui vont accompagner les usagers donc, sur les démarches. Donc c'est vraiment les accompagner, c'est pas faire à la place d'eux. L'État ne souhaite pas faire à la place d'eux, mais d'être là plutôt pour accompagner, aider pour que la fois d'après, l'usager de service public soit en capacité à faire seul.
Alors, donc il y a cette volonté-là. Il y a aussi la volonté, on en parlait tout à l'heure, d'usagers qui n'ont pas de matériel chez eux. Et donc nous, en préfecture et en sous-préfecture, on donne accès à un ordinateur, un scanner, une imprimante, pour que chaque usager puisse, s'il ne peut pas le faire depuis chez lui, sa demande de papier, de carte d'identité, de passeport, de carte grise. Parlons justement du recrutement. Vous allez faire comment? Alors, je vois bien le service civique, c'est chouette, mais ça dure 1 an et demi, 2 ans, et ensuite il faut changer. Donc c'est former des jeunes, leur permettre d'avoir un premier pied dans le monde numérique, et puis pourquoi pas après ils volent de leurs propres ailes. Comment vous allez les faire concrètement en termes de recrutement? Alors, les deux, je vous en prie. Pour nous, pour les services civiques, donc effectivement, c'est un engagement citoyen de la part des jeunes, et c'est du gagnant-gagnant parce que ça permet aux jeunes de se forger une première expérience professionnelle. Et je vois les services civiques qu'on accueille en préfecture, on se les arrache à la sortie. Et parfois, certains ont presque trouvé un CDI avant même d'avoir fini leur service civique. Parce que pour un jeune, ça lui fait le petit truc en plus qui va se démarquer. Alors c'est vrai que là maintenant avec la sortie de la crise, c'est encore plus compliqué de trouver. Mais on a aujourd'hui, je crois que c'est un service civic dating qui est organisé sur lequel l'ensemble des collectivités qui peuvent accueillir des services civiques essayent de récupérer des jeunes. On essaie de trouver des solutions comme on peut pour trouver des compétences et des bonnes volontés au niveau du département. Baptiste Ney, c'est quoi vos axes de recrutement? En fait, les recrutements sont en cours. Alors donc, malheureusement, on ne peut plus porter sa candidature. On sait jamais. On n'a pas eu de difficultés particulières parce que, en fait, et encore une fois, ce sont des recrutements dans le cadre d'un partenariat avec l'État, dans le cadre du plan de relance de l'État. Et l'État a souhaité, et nous, évidemment, on a suivi ce qu'avait souhaité l'État, c'est d'avoir une formation initiale très importante pour ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs, parce qu'effectivement il n'y aura pas que des jeunes qui seront conseillers numériques, c'est aussi des personnes en reconversion, parfois effectivement même des personnes relativement âgées. Et en fait cette formation initiale qui sera importante puisqu'elle va durer, elle peut durer potentiellement jusque 3 mois, donne une qualification. Et donc ça s'intéresse vraiment un peu comme effectivement les services civiques qui vont effectivement donner une qualification et permettre effectivement d'écrire sur son CV qu'on a un titre professionnel, tout ça effectivement peut être très intéressant aussi pour la suite de la carrière. Effectivement a rendu attractif ces postes. Ce qui les rend attractifs aussi, c'est que quelque part c'est un métier qui existait auparavant, mais plus effectivement il y a une vingtaine d'années, on était plus sur la prise en main des outils, du matériel, etc. Et quelque part, c'est un nouveau métier aussi qui se développe. Et quand on parlait effectivement d'1 sur 5, 100 000, en réalité, on peut se dire que tout un chacun, à un moment déterminé de sa vie, sur un service particulier, par rapport à un intérêt particulier, etc., on peut avoir besoin d'un accompagnement numérique. Et donc finalement, c'est un métier, je dirais, qui a de beaux jours devant lui. Là, en fait, nous, on recrute sur une phase d'expérimentation sur 2 ans. On verra comment les choses se passent, effectivement, et comment les usagers, les territoires s'emparent de ces postes. Mais effectivement, c'est un nouveau métier et qui est aussi, avec l'enjeu, c'est non seulement effectivement accompagner aux usages actuels, mais aussi comment effectivement on accompagne les usagers pour les usages, services futurs, qui pourront effectivement se déployer. Alors c'est un nouveau métier de conseiller et ça c'est concret, mais chez vous, Rémi Carrière, il y a des métiers du numérique très clairement, et notamment pour déployer la fibre. Vous avez grossi vos effectifs de manière assez rapide. En fait, vous en êtes carrément passé par former des gens directement dans votre entreprise, parce que vous ne trouviez pas forcément les compétences. J'imagine en tout cas que c'est pas forcément évident. Effectivement, on avait fait le même constat, que ce soit nous, notre maison mère, qui avait en charge une partie des travaux, ou même nous, les sous-traitants locaux qu'on a utilisés, qu'on utilise encore d'ailleurs, pour continuer et finaliser ce déploiement. On a fait le constat qu'on ne trouvait pas de techniciens fibre optique. Malheureusement, les services de formation, publics ou privés, s'étaient pas orientés sur ce chemin-là ces dernières années.
Et d'ailleurs, c'est un manque national, hein. C'est une réalité partout en France. Donc effectivement, on s'est rapproché d'une entreprise locale qui s'appelle ASTR, avec laquelle on travaille en déploiement fibre optique. Et la société en question a créé une structure de formation qui s'appelle Altus. Elle a fait labelliser une formation de techniciens fibre optique. Et elle a formé, et elle continue à former pour nous et pour nos sous-traitants, des jeunes qui effectivement sont dans des parcours parfois un petit peu difficiles au niveau insertion ou qui souhaitent changer d'activité et qui surtout n'avaient pas de qualification. Donc c'est des gens qui sont formés sur une période d'à peu près 1 mois et demi de manière plutôt théorique. Après on les embarque sur le réseau de la fibre chez vous. Ils sont en binôme avec des gens du métier et à l'issue de la formation, ils sont qualifiés et ils sont embauchés avant même d'avoir terminé la formation. Et on imagine que c'est peut-être pour certaines personnes, pour certains jeunes, justement des gens qui sont sur un territoire où on n'a pas forcément accès au numérique et ils arrivent quand même à entrer dans ces métiers-là. Comme quoi, c'est possible. C'est ça. Et d'ailleurs, on va devoir... étoffer notre activité d'exploitant ensuite, parce que là on construit, mais une fois qu'on aura construit, il faudra exploiter le réseau. Il ne faut pas oublier que le réseau cuivre que vous voyez aujourd'hui, dans une dizaine d'années, il ne sera plus là, il va être démonté. Donc il n'y aura plus que le réseau fibre optique. Donc on va avoir à gérer 200 000 prises sur le territoire de la Sarthe, ou peut-être un petit peu plus. Il faudra pouvoir aller à Rouperolles-Coquet ou à Mamers. Et donc on va avoir toute une activité d'exploitation. Et ces jeunes-là, en fait, on espère pouvoir les faire progresser et aller vers ce nouveau métier. Après 2022, vous m'avez dit en préparant ce plateau, vous allez mettre en place un data center public. Et là, ça intéresse aussi du coup, les entreprises et les entreprises qui voudraient éventuellement s'installer. On va gérer des données dans ce data center. Expliquez-moi ce que ça veut dire concrètement. Bon, c'est pas compliqué, hein. C'est un endroit où les informations locales du département, qu'elles viennent des particuliers, qu'elles viennent d'entreprises, à un moment donné, pourront transiter. Certaines d'entre elles seront archivées, sauvegardées. Et donc, à cet endroit, on va donner accès, bien entendu, sans contrainte aucune, en toute transparence, à tous les acteurs des télécommunications et de l'informatique qui le souhaitent, pour pouvoir bénéficier d'un environnement sécurisé, en termes d'accès, en termes de fourniture d'alimentation électrique, en termes de refroidissement des serveurs, parce qu'il y a un gros enjeu qui est de maintenir les serveurs de manière dans un environnement le plus efficace pour leur fonctionnement. Et donc, toutes les entreprises qui le souhaitent pourront venir y installer des serveurs pour pouvoir construire derrière des offres de services à destination des abonnés. Et en fait, il y a un enjeu derrière qu'on ne voit pas encore trop aujourd'hui, mais qui va arriver, c'est que de plus en plus, on va avoir des objets connectés partout sur le territoire, qu'on le veuille ou non. Alors le frigo, l'éclairage public, les déchets, tout ce qu'on veut. Et toutes ces données-là vont transiter par certainement ce data center à un moment donné, parce qu'on voudra peut-être pas que les informations concernant la collecte des déchets d'une commune de la Sarthe passent par Paris ou par San Francisco. C'est plus éco-responsable de rester sur un circuit court numérique cette fois-ci et d'aller plutôt dans la banlieue du Mans où les données seront sauvegardées. C'est un vrai impact sur l'environnement, ça ? Ah ben oui, parce qu'à chaque fois que vous faites transiter des informations entre Le Mans et San Francisco, vous passez par des centaines de serveurs répartis partout dans le monde. Et à chaque fois, ça peut correspondre à l'allumage ou l'extinction d'une ampoule pendant 3-4 secondes. Donc tout ça mis bout à bout, quand vous gardez un mail sur votre boîte mail, par exemple, c'est l'équivalent de 15 ou 20 secondes d'une ampoule électrique, alors que je suis persuadé qu'on sauvegarde la majorité de nos mails, alors qu'on ne devrait pas. On devrait les écraser tout de suite pour qu'ils ne constituent pas une consommation abusive, quoi. Donc ça a un vrai intérêt aussi pour les entreprises éventuellement qui voudraient s'implanter, j'imagine. Bien ça sûr. peut être un argument choc ben pour aller s'implanter à Rouperolles-Coquet, comme vous le disiez, par exemple. Maintenant, avec la fibre optique déployée fin 2022 partout sur le territoire de la Sarthe, un data center mis en place, alors on a déjà un équipement un peu similaire, mais qui est un peu ancien, mais de nouvelle génération. Si vous voulez demain installer votre entreprise, on parlait de Rouperolles-Coquet, vous allez vous installer là-bas. Vous pourrez recruter 50 personnes si vous les trouvez. Il faudra les loger aussi, parce que j'ai vu ce matin que le LUD parlait
Je crois que la maire du Lutte parlait de Béatrice Latouche. difficulté de recrutement parce qu'elle avait plus d'endroits pour loger les gens à prix modeste et elle ne savait pas comment elle allait pouvoir fournir du personnel aux entreprises qui s'y implantent. Mais mis à part ça, enfin, il n'y aura plus la barrière technologique. On pourrait le faire n'importe où sur le territoire. En aparté, les habitants de Rouperou-le-Coquet sont les Coqueroupéens et les Coqueroupéennes. Voilà, c'est dit. J'ai pas osé le dire. C'est un savoir inutile, mais ça fait plaisir aux habitants en général quand on le sait. Nicolas Bombera de la SNCF, vraiment, c'est une facilitation quand il y a sur un territoire donné, comme la Sarthe par exemple, que vos TER traversent, mais surtout où il y a des acheteurs potentiels de billets de TER. C'est facilitant pour une entreprise, même de la dimension de la SNCF, que d'avoir ce type d'outils, ce type de réseau, ce type d'ambition politique, parce que c'est aussi des ambitions politiques sur un territoire. D'une manière générale, plus on est dans un univers connecté, plus pour nous c'est facile de délivrer. Que ce soit connecté par les ondes, puisque une partie du matériel dont je vous parlais passe par la 4G et donc bientôt la 5G. Voilà, bientôt la 5G. Et évidemment que ce soit par la fibre également. Mais pour nous, il y a une autre condition pour que tout ça fonctionne, et c'est l'occasion de le dire, c'est l'engagement des collectivités locales. Parce qu'en fait, quand on va, je vous parlais tout à l'heure de mettre en place un point de distribution chez un partenaire, par exemple. On l'a fait récemment à Fresnay-sur-Sarthe avec un commerçant, puisqu'on est à proximité de la gare de la Hutte-Coulombier. Bon, ça a très bien marché parce que Fabienne Labrette-Ménager s'est engagée. Maire de Fresnay-sur-Sarthe. Absolument. Qu'elle en a fait une communication via ses réseaux municipaux, son bulletin municipal, un petit peu dans la presse, etc. Quand on a un élu qui accompagne la démarche, derrière ça fonctionne et il y a de la demande. A contrario, on peut avoir parfois des endroits où c'est moins le cas, et là on voit immédiatement l'effet. Donc oui, pour nous, ce qui est important pour pouvoir développer ce système-là, c'est deux choses. C'est d'abord, effectivement, d'avoir des moyens de connexion qui sont efficaces, parce que si on donne une tablette à un commerçant et qu'il n'y a pas de réseau, forcément, il ne risque pas de délivrer des billets de train. C'est un accompagnement de notre part aussi, mais c'est aussi l'engagement des élus. Et voilà, donc nous, on a là-dessus le soutien de la région Pays de la Loire, puisque c'est elle qui est en responsabilité sur le transport, sur les TER, et puis d'un certain nombre d'élus également municipaux. Ça nous est très précieux. Mais c'est très important parce que, ce que je disais, là, pour le coup, le politique et le développement des entreprises privées sont liés, et on voit bien qu'il faut attirer les entreprises sur le territoire en leur proposant aussi un service. Et un service numérique, aujourd'hui, c'est absolument essentiel. Et là, j'en reviens, oui, effectivement, peut-être avec vous, Baptiste, à la question de peut-être la compétition. Alors, c'est pas forcément malsain de dire compétition, mais entre territoires, malgré tout, parce qu'on a envie qu'ils s'implantent ici. Béatrice Latouche, elle a envie que les gens viennent au Lude, pour en avoir parlé avec elle. Et Fabienne Labrette-Ménager aussi. Mais c'est vrai, vous avez raison, depuis le Covid, les maisons sont de plus en plus chères. Ça, c'est un problème. Mais bon, c'est un autre sujet. Voilà. Il n'empêche qu'il y a une compète saine entre territoires, et que celui qui sera connecté le plus rapidement, il sera peut-être avantagé. Oui, alors, il y avait l'enjeu de la connexion. Aujourd'hui et demain, quelque part, c'est aussi l'enjeu des services numériques qu'un territoire pourra offrir. Et d'ailleurs, le conseil départemental agit effectivement vers les usagers, vers les habitants en général, mais va agir aussi au niveau des territoires pour créer les conditions intéressantes pour faire venir les entreprises, pour renforcer l'attractivité des entreprises. Et notamment, il intervient en finançant des tiers-lieux numériques pour les professionnels. Donc, effectivement, les professionnels qui créent leur entreprise ou qui sont en télétravail ou qui souhaitent la développer vont pouvoir trouver dans ces tiers-lieux un certain nombre de services numériques pour faire de la visio, pour télétravailler. Encore une fois, il y a un certain nombre de services qui sont offerts. Maintenant, des nouveaux services aussi. Et cela, c'est intéressant aussi parce qu'on parle effectivement de l'inclusion. Quand on parle de l'inclusion, on parle de l'inclusion effectivement d'usagers, des habitants. Mais quelque part, c'est aussi comment on inclut les entreprises dans ce grand bain numérique, parce qu'effectivement, on
n'y coupe pas et on y coupera de moins en moins. Et par exemple, le conseil départemental va accompagner la communauté de communes de Loire-le-Sébercé, donc dans son lieu qui s'appelle Loire-Tech, à aussi avoir ce qu'on appelle un makerspace, donc avoir des outils, imprimantes 3D ou autres outils de fabrication numérique, pour effectivement que les entreprises puissent à la fois découvrir ces nouveaux outils et puis surtout pouvoir être créatives, innover. Donc voilà, il y a un vrai enjeu effectivement de comment on se positionne aussi. Alors moi je parlerai moins de compétition que quelque part de comment on crée une différenciation. Comment effectivement en Sarthe aussi, il y a effectivement l'intérêt de la Sarthe aussi, effectivement, et ça n'aura échappé à personne, qu'on n'est pas très loin du bassin parisien, c'est aussi comment, les économistes appellent ça le nearshore, comment effectivement un peu derrière le bassin parisien, en termes de géographie, on peut accueillir des entreprises qui effectivement ont leur siège éventuellement à Paris ou dans la région parisienne, mais qui ont effectivement leurs salariés ici. Et donc effectivement, il faut créer le contexte, l'écosystème quelque part favorable à l'accueil de ces entreprises. Et ça passe effectivement par ces tiers-lieux numériques à vocation professionnelle. Et effectivement, l'enjeu aussi, c'est que ces tiers-lieux, c'est pas seulement un lieu, c'est effectivement une communauté, les gens vont se réunir, etc. Et ça suppose effectivement une animation, et ça, c'est les communautés de communes qui sont fortement investies sur ce sujet. Et le département les accompagne dans le cadre d'une convention avec la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, accompagne effectivement un certain nombre de communautés de communes à créer ces lieux, à les animer. Il y a même effectivement des conseillers numériques aussi qui auront, alors c'est pas exclusivement dans leur tâche, mais qui aussi auront cette vocation à accompagner effectivement les entreprises au niveau de ces tiers-lieux. Et donc ça crée effectivement, là pour le coup, effectivement une valeur ajoutée dans un territoire, effectivement, qui peut permettre effectivement d'être plus attractif qu'un autre territoire effectivement situé ailleurs. Effectivement, et l'enjeu, effectivement, encore une fois, c'est que c'est vraiment effectivement en termes de services numériques qu'on pourra proposer sur un territoire, à la fois effectivement aux entreprises, mais on peut revenir aussi aux habitants. Effectivement, maintenant, quand quelqu'un veut s'implanter dans un territoire, une des premières questions qu'il pose, est-ce qu'il y a la fibre ? Mais oui, parce qu'en plus, on en parlait tout à l'heure, Alain Juillet en parlait tout à l'heure, il y a le nomadisme dans le travail. Aujourd'hui, le Covid a changé nos manières d'envisager le travail aussi. Je faisais une formation il n'y a pas très longtemps où on me parlait du fossé générationnel dans les entreprises entre la génération Z, donc les plus connectés d'entre nous, ceux qui sont nés il y a 25 ans, et ceux qui viennent d'avant. Et bien souvent, ces jeunes-là, ils n'ont pas l'envie d'être dans une seule entreprise, mais ils ont envie de créer leur boîte, d'être auto-entrepreneur et puis de bosser un petit peu en freelance et puis de faire plein de choses. Ça sous-entend qu'il faut pouvoir être connecté absolument partout, même dans les trains. Même dans les trains. Parce que le nomadisme, c'est ça aussi, on travaille dans les trains. C'est une question. Ouais. Non, mais je vous lance sur ce sujet-là. C'est vrai que le nomadisme, ça veut dire aussi qu'on n'est plus dans son véhicule. Quand on a 25 ans, qu'on est la génération Z, on n'en fait pas partie, tous les 5. Mais, mais peut-être qu'il y en a qui vivent cela, évidemment. Moi-même, j'ai travaillé dans les trains. On a besoin d'être connecté, on a envie. Enfin, ça, c'est des enjeux aussi, j'imagine, pour la SNCF. Pour l'instant, dans les TER, c'est pas encore ça, la connexion. Mais dans les TGV, c'est bon. Oui. C'est une vraie question, la manière dont on peut travailler connecté dans les trains. Effectivement, aujourd'hui, c'est pas tout à fait pareil selon qu'on est dans un TGV ou dans un TER. Il y a plusieurs choses qui sont différentes dans un TGV et dans un TER. Bon, la première, c'est dans le TGV, il y a le Wi-Fi. C'est pas négligeable. La deuxième, c'est que le temps passé dans un TGV et le temps passé dans un TER est pas le même. Oui. Aujourd'hui, sur la région Pays de la Loire, on a environ une grosse centaine de rames TER. Équiper toutes ces rames, ça a un coût qui est très important, qui est supporté par la collectivité régionale. Pour l'instant, elle n'a pas fait le choix de s'y engager, et à mon avis, a raison, parce que il passait un certain nombre de temps aussi. Le réseau 4G aujourd'hui, en tout cas sur le département de la Sarthe, commence à devenir assez important. Demain, ce sera la 5G. Et on peut penser que sur des trajets de petite durée, il est plus intéressant de s'en remettre au réseau classique qu'à l'installation d'un dispositif très particulier, comme ça peut être le cas dans le TGV. Dans le TGV, c'est assez différent, puisque d'abord, on roule à 320 km/h.
Donc le réseau est beaucoup plus fugitif. Et puis en général, on y est installé pour 2, 3, 4 heures. Donc on n'y a pas tout à fait le même type d'activité. Ça, c'est des réflexions qu'on partage, nous, aujourd'hui, à la fois avec un certain nombre d'usagers et avec le conseil régional, pour trouver la meilleure formule. Je pense qu'on attend tous de voir un petit peu ce que va donner le développement de la 5G pour pouvoir trancher définitivement sur ce sujet-là. Parce que j'imagine que ce sont des investissements énormes, donc évidemment, des investissements qui ne se font pas à la légère. Il faut d'abord étudier les utilisations, les besoins des usagers. Oui, ça a un coût qui est extrêmement important. Et par conséquent, il faut bien mesurer l'investissement avant de s'y lancer. Il faut ajouter d'ailleurs que la durée de vie d'une rame TER, aujourd'hui, c'est pas tout à fait la durée de vie d'une rame TGV. Et on a parfois du matériel qui est en milieu de vie, par exemple. Donc, équiper du matériel qui est en milieu de vie, c'est aussi l'équiper pour une durée qui sera moins longue que si on était sur du matériel neuf. Je voudrais qu'on termine juste avec un mot sur les jeunes. On l'a un petit peu évoqué, mais c'est pas parce qu'on est jeune et qu'on est sur TikTok, donc, je retiens ce que vous avez dit, qu'on est forcément compétent dans une optique professionnelle ou dans une démarche de service public. Et donc, j'en viens à la question de la formation au long cours et en général, est-ce que ça, c'est des notions qu'on aborde de plus en plus à l'école, dans le milieu scolaire, dans les écoles publiques? Est-ce que c'est des sujets qu'on peut envisager de prendre à bras-le-corps? Alors on le fait évidemment avec ce que vous allez développer, avec les conseillers numériques, avec les conseillers et vos services civiques. Comment on envisage ces choses-là au sein des services, notamment de l'État? Alors déjà, les jeunes, tous les jeunes sont formés désormais au numérique, mais il y a le B2I, le C2I, qui sont des choses qu'on... C'est quoi le B2I, le C2I? Non, mais sans me traduire l'acronyme, mais en expliquant ce que c'est. C'est des compétences qui sont acquises à l'école et au collège, et de plus en plus dans les formations des jeunes, il y a du numérique qui se met. Mais c'est vrai, je faisais le même constat que Baptiste Tenay. C'est pas parce que les jeunes sont très forts pour aller sur YouTube. Voilà. Après, quand il s'agit de travailler sur Internet, de travailler avec des outils numériques, ils sont un peu plus perdus. Et effectivement, ça nécessite. Ça s'apprend. Les formations, de manière générale, qui sont organisées dans les universités, englobent de plus en plus un volet numérique. C'est juste indispensable. Mais je pense que ça s'accompagne également dans le passage dans l'entreprise avec du tutorat à effectuer pour que ces jeunes puissent, dès demain, utiliser des outils. Moi, ce qui m'a frappé à titre personnel, j'ai fait de la formation de personnel, de jeunes et de moins jeunes qui rentraient via concours dans la fonction publique. C'était les jeunes qui étaient le plus éloignés de l'usage des outils numériques en réalité. Mais c'est hyper important à dire, même aux chefs d'entreprise qui sont là, parce que si on a un jeune tutoré qui arrive là dans l'entreprise, on a tendance à se dire qu'il sait tout, alors qu'en fait, potentiellement, il faut lui apprendre les outils numériques aussi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. En plus, alors, moi je le vois auprès de nos équipes, on a tous des outils spécifiques et j'imagine que les entreprises, c'est à peu près le même principe, des outils qui sont spécifiques. Et le jeune qui débarque, qui n'a aucune expérience professionnelle, sera le plus éloigné que celui qui a déjà travaillé sur des outils similaires. Et donc il y a un besoin de formation qui s'effectue. Alors nous à l'État, donc ça fait partie de ma direction, on engage un certain nombre de formations et d'accompagnement pour les jeunes recrutés. Mais c'est vrai que c'est assez frappant de voir à quel point, et c'est contre-intuitif, le jeune est celui qui sait le moins utiliser les outils numériques. Nicolas Bombera, vous vouliez réagir à ça ? Oui, je voulais réagir parce que je pense que je partage tout ce qui a été dit. Je pense que nous, en particulier, à la SNCF, mais c'est vrai pour beaucoup de structures, on a un effort à faire de simplification. C'est-à-dire que pour que les gens utilisent le plus efficacement possible les outils, on doit continuer, on en a conscience, on n'est pas au bout du chemin, la simplification de ces outils. Vous avez tous vu probablement, vous avez tous eu l'occasion de tester la multitude d'applications SNCF qui a pu exister. Ça, c'est pas possible.
J'en ai Donc, encore 2 sur mon smartphone, pour tout vous dire. Bon, bientôt, il n'y en aura plus qu'une. Génial. Mais c'est l'histoire. Hein. Il y a eu un moment où le développement de 36 applis en fonction du service qu'on utilisait, c'était la mode, puis on s'est aperçu que c'était compliqué. Voilà, donc ces réflexions-là, elles nous imprègnent en ce moment. Mais d'une manière générale, on a un travail de simplification, d'ergonomie à mener pour que, effectivement, que ce soit les jeunes, mais les moins jeunes, puissent s'y retrouver. Vous voyez, le site TER, il est adapté au mobile chez nous depuis assez peu de temps, finalement. Avant, il fallait... Mais maintenant, il est très bien. Merci. Voilà. Mais ce sont des petites choses, mais on doit prendre notre part, pas seulement en faisant de l'éducation, enfin ce qui est nécessaire, mais on doit aussi mettre à disposition les moyens pour que ce soit plus simple pour tous. Baptiste Ney, vous vouliez réagir par rapport à ça? Oui, enfin moi je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. Au niveau du département, on a une dizaine de téléservices. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à décrier les téléservices, etc. Mais quand on regarde les sondages, c'est plébiscité à 70-80% par les Français. Voilà, donc c'est quelque chose quand même, effectivement... C'est quand même bien de ne pas avoir à se déplacer comme le disait à la Monsieur CAF, Menant, etc. mais effectivement, ça apporte plein de services. Et donc, mais effectivement, l'enjeu, après, c'est effectivement d'avoir des services accessibles, simples. Alors, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps dans l'entreprise et qui n'est pas encore ou peut arriver dans les collectivités ou au niveau de l'État. C'est quand même le retour usager aussi. C'est que quand on conçoit une application, une procédure pour acheter un billet de train ou autre, c'est effectivement quelque part la co-concevoir. Aller jusqu'à la co-conception, c'est pas la faire avoir un avis, c'est comment effectivement on construit ensemble effectivement pour avoir effectivement une application qui fonctionne du mieux possible et qui soit utilisée. C'est ça le but. Et nous effectivement dans ce cadre on lance un projet effectivement que en fait chacun des téléservices effectivement fera l'objet effectivement d'un retour usager pour effectivement faire en sorte que ça fonctionne du mieux possible et que ça rende un vrai service. Bon, en tout cas, je pense que ce sera le mot de la fin sur ces questions d'inclusion numérique. Il nous reste 5-10 minutes. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos différents intervenants dans la salle concernant ce qui est mis en place, ce qui a pu être mis en place? Je vais vous donner mon micro. Oui, je voulais juste revenir sur les conseillers numériques. J'ai entendu 100 000 personnes, 30 conseillers, ça fait 3 300 par personne. Plus les entreprises. Vous n'avez pas peur que ce soit sous-dimensionné ? C'est une vraie question. Non. Alors d'abord, en fait, les conseillers numériques n'arrivent pas sur un terrain totalement vierge. Il y a effectivement, ça j'ai oublié de le mentionner, mais il y a quand même une centaine de lieux d'accès au numérique dans lesquels potentiellement on peut être accompagné aussi, bien répartis sur toute la Sarthe. Et donc je vous invite aussi, vous-même aussi, dans votre entourage ou au niveau de votre structure, vous souhaitez effectivement bénéficier d'un accompagnement. Il y a une carte sur le site sarthe.fr qui répertorie l'ensemble des lieux d'accès au numérique avec potentiellement un accompagnement. Alors après, effectivement, les conseillers numériques viennent en renforcement effectivement de l'existant dans les territoires. On sait bien effectivement, on verra aussi parce que il y a aussi on s'est rendu compte nous dans le cadre effectivement de la nouvelle réflexion sur le développement des usages numériques, c'est que finalement il y a énormément de propositions qui existent et qui sont assez peu connues, assez peu visibles. Et c'est notamment cette raison pour laquelle on met en ligne cette carte, pour que effectivement, quand il y a un usager qui vient s'adresser à un ou une secrétaire de mairie qui dit voilà, moi j'y comprends rien sur cette démarche, etc., que là où le secrétaire de mairie puisse effectivement voir cette carte et lui dire ici, à tel endroit, vous pouvez aller, c'est pas loin, il y a même effectivement les horaires. Donc voilà, il n'y a pas que quelque part, effectivement, il y a l'offre, qu'est-ce qu'on met en place effectivement, comme offre effectivement, d'accompagnement numérique, mais aussi comment effectivement, elle pourra être utilisée en étant rendue la plus visible. Et tant mieux si les conseillers numériques sont débordés. Rémi Carrière, ils le seront, je pense. Rémi Carrière, le data center, ça va servir aussi à ça, à permettre aux gens d'avoir accès plus facilement à l'information concernant les collectivités, les services et autres.
C'est un des dispositifs qui vont concourir à ça, effectivement. Ouais. Il y aura un site internet accessible non, Comment ça va se passer ça reste une infrastructure support, en fait. Hein. Ça n'a pas de relation directe avec les applications, avec les organisations que Baptiste vient de décrire. Par contre, il y a un site qui existe. Alors, il y a un petit lien, c'est... voilà, on parlait effectivement de l'enjeu aussi, voilà, d'accompagner aux usages, mais aussi, quelque part, d'aller aussi vers les futurs usages, les futurs services. Et comme toutes les autres collectivités, comme l'État, voilà, le département a en fait un open data. Et voilà, l'open data du département sera... localisé dans le futur data center. Et l'open data, effectivement, peut servir aussi à créer des nouveaux services, notamment par les entreprises. Et donc, il y a un site qui s'appelle data.sart.fr. Voilà, tout à fait. Qui sera de plus en plus alimenté justement sur ce type de questions. Comment accéder finalement aux informations et aux lieux d'information. Alors, il y a la carte, effectivement, sur le site sart.fr, mais il y a la liste des lieux sur data.sart.fr. Il n'empêche que si ça marche, là, parce que c'est une expérimentation pendant 2 ans, si ça marche, j'imagine que peut-être que ça va encore se développer. Enfin, je ne sais pas si vous aurez les budgets, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est amené à se développer si ça fonctionne, j'imagine. On ne sait pas. C'est une possibilité. Ouais, c'est une expérimentation. Ça vaudra surtout en fait comment les usagers, comment les territoires s'en emparent. Ouais. Et comment parce que on a tous tendance chacun à se dire j'ai pas besoin, je maîtrise, etc. et tout. Et finalement, quand on creuse un petit peu, on aurait finalement toujours besoin effectivement d'être accompagné potentiellement sur tel ou tel point. Et donc quelque part aussi c'est voir effectivement comment les usagers, les territoires effectivement vont s'emparer effectivement de ce dispositif. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Je crois que c'est tout. J'ai une annonce à faire à 16h15. Il y a un atelier spécifique avec la CCI pour aider au développement numérique des entreprises. Ça se passe au premier étage. Salon Sud, excusez-moi, Salon Sud. On va parler questions cybersécurité, par exemple, l'histoire, des solutions très concrètes, l'histoire des mots de passe, etc., etc. Accompagner les entreprises qui souhaitent développer le numérique, mais vraiment dans des questions très concrètes. C'est un atelier proposé par la CCI, c'est concret, 16h15, Salon Sud. Merci 1000 fois, messieurs, d'avoir abordé avec nous ces questions d'inclusion numérique. On l'a compris, c'est un vaste sujet, c'est un sujet complexe, ça prend du temps, mais c'est en route. Merci.